Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le remplissage vasculaire en situation critique ou en situation d'urgence. Ce sont des recommandations qui datent de 2021, éditées par la SFAR et la SFMU. On est parti. Et donc comme d'habitude, c'est plus simple bien sûr si vous avez un résumé des recommandations plutôt que de lire les plusieurs pages. Et donc je vais vous parler en introduction rapidement de ce qu'est un remplissage vasculaire, des différents produits disponibles. Les recommandations s'étendent sur trois grandes pathologies, à savoir le choc septique, le choc hémorragique et les cérébrolésés. Et je vous présenterai un résumé à la fin. Donc en fait, les solutés de remplissage vasculaire, ce sont des médicaments. Hein, ils sont référencés comme tels d'ailleurs à la pharmacie hospitalière et ce sont les médicaments les plus utilisés dans le contexte périopératoire ou dans les soins critiques ou bien sûr ce qu'on entend par les urgences. L'apport de liquide par voie intraveineuse, ce qu'on appelle un apport intraveineux rapide, entre guillemets, c'est le remplissage vasculaire. Eh bien, c'est un geste thérapeutique qui est extrêmement fréquent, que ce soit en réanimation, en périopératoire, encore une fois, je le dis, et donc en médecine d'urgence, et ça sert en fait à restaurer la volémie, le volume, et à corriger une éventuelle hypovolémie. Donc, globalement, hein, le remplissage vasculaire, ça revient à augmenter le volume qui est contraint, et donc la pression systémique moyenne, et ça va permettre aussi de réduire les résistances au retour veineux. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien, d'augmenter le retour veineux et le débit cardiaque, bon, à condition que le système cardiovasculaire et surtout les deux ventricules soient dépendants pour leur volume d'éjection de leur remplissage. C'est ce qu'on appelle la précharge. Bon, vous pourrez chercher courbe de Starling, mais en gros, plus l'organisme est précharge dépendant, plus l'efficacité va être rapide, et puis à un moment donné, on va beau avoir augmenté le volume, les ventricules ils vont pas pouvoir augmenter tant que ça, et à un moment donné, leur efficacité sera moindre. Donc, le but final de ce remplissage vasculaire, ça va être d'améliorer le débit cardiaque ou le volume d'éjection systolique lorsque il y a une demande métabolique tissulaire qui ne satisfait pas les besoins, à savoir en cas d'hypotension, de débit cardiaque diminué, d'hyperlactatémie ou bien de SVO2 basse. Alors la SVO2 basse, vous l'aurez compris, ça veut dire qu'il y a une forte consommation d'oxygène par les tissus, qui peut engendrer une utilisation anaérobique et donc la production d'hyperlactatémie. Et ainsi, vous aurez besoin d'utiliser ces médicaments pour faire du remplissage vasculaire. Alors, il existe deux grands types de solutés que l'on va administrer. Alors, les premiers, ce sont les cristalloïdes. Ce sont des sels, globalement, avec des petites molécules. Tandis que à droite de la diapo, vous voyez, ce sont des colloïdes. Ce sont des macromolécules qui sont beaucoup plus grosses, puisqu'elles portent le nom justement de macromolécules. Ça peut être de synthèse ou naturelle. Et globalement, la différence majeure, c'est qu'en fait, les macromolécules, les colloïdes, vont rester plus longtemps. Donc, une efficacité, a priori, qui est plus pérenne. Mais on va rentrer un tout petit peu dans le détail. Donc globalement, on va les administrer dans un compartiment, et c'est ce compartiment qu'on appelle le compartiment vasculaire. Et donc le compartiment vasculaire ou le plasma, il comporte plusieurs paramètres qu'il est important de connaître. Le premier, c'est l'osmolalité. Donc ça, c'est globalement bien connu, 285 milliosmoles par litre. Ça, c'est super important. Bon, le pH à 7,4, ça vous le connaissez. NaCl 142, ça c'est la concentration en sodium. Le potassium à 4, je le remets à titre d'exemple. Mais surtout une information importante, ça va être le chlore qui est à 103 à peu près, millimoles par litre. Et ça, ce sont des informations qui sont importantes à connaître. Et donc, il existe plusieurs solutés. Là, je vous en mets plusieurs d'un coup, qu'on peut ou que l'on classifie selon plusieurs paramètres. Il y en a deux grands qu'on utilise. Le premier, c'est la tonicité. Alors, la tonicité, vous voyez que on peut soit être hypotonique,
C'est-à-dire que par rapport au plasma, eh ben, on va être inférieur. Vous voyez que c'est en dessous de 280, comme l'orange et lactate, par exemple, à 277 milliosmoles par litre. Pardon. Et au-delà, on devient hypertonique à partir de 310. Donc il y a le NaCl 3% ou 7,5%, le bicarbonate à 8,4%. Et vous voyez que comparativement au plasma, qui est à 285 milliosmoles, bah, quand vous administrez un soluté hypertonique, comme le NaCl 7,5%, bah, vous apportez quand même dans, dans ce volume quelque chose de très concentré, beaucoup d'osmoles, il y a 2400 par litre, tandis que bah, un soluté pardon, isotonique bah, va se rapprocher beaucoup plus de ce qui paraît entre guillemets physiologique, comme le NaCl 0,9%. Alors il est appelé physiologique, mais il n'est pas tout à fait physiologique, hein. Il n'y a pas les mêmes sels et les mêmes molécules dedans que dans le plasma. Alors effectivement, il se rapproche de l'osmolalité plasmatique, 308. Le plasmalite, par exemple, à 295, l'isofandine à 309, et d'autres encore, comme l'albumine, qui est donc un colloïde à droite de l'écran, et bien vous voyez qu'il existe en plusieurs présentations, soit hypotonique, isotonique, ou bien hypertonique. Donc globalement, on peut les classer par la tonicité. Ça, c'est le premier. Et après, le deuxième paramètre à connaître, c'est la notion de soluté balancée par rapport à la concentration en chlore. Et donc, bah, par rapport à ça, il faut avoir en tête la concentration plasmatique en chlore, qui est à peu près de 100, 105 à peu près. Eh bien, quand vous prenez par exemple le NaCl, vous êtes déjà à 153 millimoles par litre, ce qui n'est pas du tout physiologique, contrairement à ce que son nom l'indique. L'isofandine, par exemple, on est à 127 pour le chlore, et le lactate, on est à 108. Bon, un dernier petit point par rapport aux solutés balancés, parce qu'on dit souvent oui, ils sont balancés, c'est bien, ils contiennent du potassium, c'est bien et c'est pas bien, puisqu'on risque l'hypercalémie. Mais en fait, c'est un sujet qui est totalement controversé, parce que sur les plus grandes cohortes de 30 000 patients, par exemple, vous retrouverez les détails dans les recommandations, et ben ça n'augmente pas la calémie. Et en plus, sur le plan physiologique, ben, on ne peut pas faire augmenter une calémie avec un soluté qui est moins concentré. Bref, donc il n'y a pas de risque d'hypercalémie par rapport au soluté balancé. Alors on va voir que les recommandations proposent trois grands points. L'utilisation des solutés dans le choc septique, choc hémorragique et cérébrolésé. Pour le premier, dans le cas du sepsis ou choc septique, je les traite pas forcément dans l'ordre exact, mais plutôt par rapport au niveau d'utilisation et au grade. Donc globalement, en cas de sepsis ou choc septique, les recommandations disent qu'il faut utiliser un soluté cristalloïde balancé, qui présente moins de mortalité, moins d'insuffisance rénale, et ce, dès l'admission aux urgences. Donc, soluté balancé, en tout cas selon ces recommandations. Que l'albumine, bah, c'est pas en première utilisation, pas en première intention, clairement. Ça pourrait avoir un intérêt s'il y a un échec pour le remplissage, et surtout pas utiliser si jamais il y a un traumatisme crânien, si jamais il y a un patient cérébrolésé. Bon, moi je vous ai remis quand même cette revue de la littérature qui date de 2021, octobre 2021. Alors effectivement, hein, ils refont un peu le point là-dessus en expliquant qu'il peut y avoir un intérêt théorique en cas d'hypoalbuminémie majeure ou d'échec du remplissage, parce que, bah oui, effectivement, s'il y a une hypoalbuminémie, déjà qui est quasiment constante chez les patients septiques, bah, c'est plus associé à un mauvais pronostic. Donc oui, si on restaure l'albumine, c'est intéressant. En plus, ça a un pouvoir d'expansion qui est important et ça a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes. Bon, globalement, il n'y a pas tant, selon les recommandations de la SFMU, pas tant d'efficacité que ça, et c'est pas significatif dans les méta-analyses. En plus, il n'y a pas de bénéfice sur les critères majeurs, comme la mortalité, l'insuffisance rénale. Mais par contre, il y a effectivement de nombreuses petites études qui montrent un petit intérêt sur la fonction circulatoire et la réduction du volume de remplissage. Donc ils disent oui, ça aide un petit peu à utiliser moins de volume.
Bon, je vous mets, en barre d'infos, cette revue de la littérature, c'est plutôt important, je trouve, à lire au moins une fois et on en reparlera à la fin. Et globalement, bon, pas d'hydroxy, éthylamidon, ça c'est sûr, ni de gélatine par rapport aux solutés isotoniques, donc clairement ça on oublie. En plus, il y a plus, d'AMM pour ça augmente la mortalité, donc bref ça on oublie. Pour le choc hémorragique, les recommandations disent quoi? Bah, on utilise plutôt un soluté balancé par rapport au NaCl. C'est un grade de plus. Bah, en fait, là pour l'instant, les données, elles restent insuffisantes pour recommander de manière formelle, bah, l'utilisation de solutés balancées, hein. On peut pas le dire encore que c'est un grade 1, que oui, c'est sûr, il faut l'utiliser. Maintenant, il y a quand même pas mal d'intérêt. Ce qui est discuté, c'est, le risque de l'atteinte rénale pour les grands volumes avec le NaCl. Mais justement, on va en rediscuter un petit peu plus loin. Je vous montrerai une étude de 2022, elle est plutôt pas mal. Bon, en gros, pour le choc hémorragique, ils ont dit soluté balancé versus NaCl plutôt, en tout cas pas de colloïdes, parce que ça majeure l'hémorragie et la mortalité, et pas de sérum salé hypertonique, sauf, bien sûr, s'il y a un traumatisme crânien grave, où on a besoin de l'effet osmotique du sérum salé hypertonique. Pour les cérébralisés, les recommandations disent qu'il faut utiliser un soluté isotonique. Donc ils ne précisent pas forcément voilà, balancé ou pas. Isotonique, ça oui, c'est sûr. Il y a une surmortalité avec les solutés hypotoniques. Donc ça c'est sûr. Vous voyez le HR à 1,78, donc c'est quand même important. Bon, en gros, le risque, vous le savez, c'est l'hypertension intracrânienne. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez retrouver la vidéo qui est faite. Et bah, les solutés hypotoniques, c'est non chez le cérébralisé à la phase aiguë à cause du risque bah, d'œdème. Donc ça, c'est certain. L'utilisation de colloïdes, bah non, ça majeure la mortalité, donc au moins c'est rapide. Pour les cérébralisés, on utilise de l'isotonique. Après, balancé ou pas, il manque des études pour être, être décidé. Et donc par rapport au NaCl et aux solutés balancées, en gros la peur qui existe, bah, c'est l'atteinte pardon, de la fonction rénale, en se disant oui, ça fait une acidose hyperchlorémique, c'est pas bien, ça augmente le risque d'insuffisance rénale, de dialyse et la mortalité, etc. Et donc il y a cette étude que je voulais vous mettre quand même, parce qu'on est dans le topo sur le remplissage vasculaire, et donc c'est important, euh, qui, vous voyez, a été publié dans un petit journal, je rigole bien sûr, le New England. C'est une étude prospective, randomisée, double aveugle, donc plutôt pas mal, multicentrique, 53 réanimations quand même, sur plus de 5000 patients. Et qu'est-ce qu'on a fait à ces patients? Eh bien, on a voulu voir si l'utilisation bah, soit de NaCl ou de plasmalite, donc le plasmalite, vous en rappelez, c'est dans la case isotonique et balancé. Donc globalement, bah, on a 154 millimoles par litre de chlore pour le NaCl et bah, on en a 100 à peu près dans dans le plasmalite. Les patients avec un traumatisme crânien grave ont été exclus. Globalement, il y a 45% de patients CHIR et 15% de sepsis. Et qu'est-ce que conclut cette étude? Bah, vous voyez que on peut presque pas faire la différence au niveau de la survie entre le NaCl et le soluté balancé qui a été utilisé. Et il n'y a pas plus d'insuffisance rénale ou quoi que ce soit, ou de dialyse. Et ben, en fait, l'étude réexplique que bah, en fait, l'hyperchlorémie sur la perfusion rénale, bah, ça a été montré, cette corrélation, que dans des conditions expérimentales extrêmes, qu'on ne peut pas reproduire en clinique, et que, bah, effectivement, les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign en 2021, qui disait bah, cristalloïde balancé, et bah, du coup, ça paraît encore moins fondé. Donc c'est une étude qui est quand même super intéressante par rapport à ce qui a déjà été fait et aux recommandations, parce qu'on se rend compte que le NaCl, c'est pas si terrible que ça.
Donc, pour terminer, globalement, si on revient à la diapo du début, avec tous nos solutés disponibles, qu'est-ce qu'on va conclure? Alors là, je parle surtout pour l'utilisation avec les urgentistes. Eh bien, si on prend de gauche à droite, on a le soluté hypotonique, ringé lactate. Lui, globalement, il est hypotonique, on va le réserver pour la pancréatite. Globalement, j'utilise quasiment que pour ça, ou alors si vraiment je suis un peu sûr de mon utilisation. Voilà, moi je l'utilise pour la pancréatite et c'est tout. Je vous ai remis encore une revue de la littérature sur la prise en charge de la pancréatite. Elle est récente, vous pourrez la lire en barre d'infos. Ensuite, ben, je parlerai de l'isofondine. L'isofondine, comme le décrit les recommandations de la SFMU, pour le choc septique, choc hémorragique, traumatisme crânien, oui, ils peuvent l'utiliser, c'est bien, on l'utilise, c'est bien partout. Ensuite, bah, le plasmalite, globalement, ils disent aussi que c'est pas mal puisque c'est un soluté balancé, il est isotonique, mais j'ai volontairement mis un petit peu moins pour le choc hémorragique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'isofundine, il y a du calcium qu'il n'y a pas dans le plasmalite. Et donc, en cas de choc hémorragique, il faut bien souvent apporter du calcium pour permettre une meilleure hémostase, parce qu'il y a des troubles de la crase avec une hypocalcémie qu'il faut parfois corriger. Donc je trouve que, en tout cas, c'est plus intéressant l'isofundine, où il y a du calcium, plutôt que le plasmalite. Sauf que, dans ces deux solutés balancés, eh bien, l'anion principal, c'est l'acétate. Et l'acétate, donc dans le plasmalite et dans l'isofundine, ça a un petit effet vasodilatateur et un peu inotrope négatif. Et en fait, bah, il était utilisé dans les solutés de dialyse et d'hémofiltration, et maintenant, bah, c'est plus utilisé pour ces indications. Donc, peut-être qu'effectivement, ce serait quand même intéressant, au vu de toutes les infos qu'on a, de plutôt privilégier le NaCl, qui, d'après les recommandations, bah, c'est très bien pour les traumatisés crâniens, c'est moyen pour le choc septique et le choc hémorragique, mais on a vu, bah, avec l'étude sur le NaCl versus plasmalite, qu'en fait, c'est plutôt intéressant, et il n'y a pas tant d'effets secondaires que ça. On passe sur le côté droit de la diapo. Donc pour les solutés hypertoniques, bah oui, s'il y a besoin d'osmothérapie, ça, on va l'utiliser. Mais pas en remplissage, ça c'est sûr. Et enfin, l'albumine. Donc je vous ai dit, il y a plusieurs présentations, soit hypotonique, isotonique ou hypertonique. Donc effectivement, il pourrait y avoir un intérêt en cas de grand volume utilisé chez le patient septique, hypoalbuminémique, avec de l'albumine isotonique à 5%. Ça fait beaucoup de hic dans la même phrase. Et chez le patient cirrhotique, ça nous fait encore un hic. Et chez les patients opérés en cas de chirurgie cardiaque, en tout cas, c'est beaucoup utilisé. Un dernier petit point important, c'est tout de même le prix, puisqu'effectivement, les solutés, alors les cristalloïdes, bah, ça vaut pas trop cher quand même. Le moins cher, c'est le NaCl, forcément, vu ce qu'il y a dedans, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment le moins cher. Par contre, l'albumine à 20%, donc hypertonique, ça coûte quand même très cher, à peu près 200 € le flacon. Alors ce sont des prix moyens, parfois ça peut être moins cher, parfois ça peut être plus, mais globalement ça reste quand même beaucoup plus cher. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, en fait, le NaCl, c'est plutôt pas mal, et c'est plutôt ce qui est le plus efficace pour tout, avec toutes les études en regard et qu'on a vues. Et effectivement, l'isofundine peut sembler une très bonne option pour à peu près tout le reste. Donc, personnellement, je suis plus NaCl, isofundine, et après le reste, j'utilise en fonction de ce que j'ai besoin pour le patient. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et de mettre un pouce bleu, bien sûr. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.